Bonsoir. Comment comprendre qu'en plein 21e siècle, beaucoup de filles soient encore privées d'éducation simplement parce qu'elles sont des filles? La lutte contre la déscolarisation des filles, plusieurs organisations en font leur cheval de bataille. Et les médias ont également un rôle crucial à jouer dans ce combat. Et c'est tout l'intérêt de ce numéro de Boulevard des femmes. À travers nos diverses rubriques Fil rouge pour les femmes et femmes en vogue, nous allons essayer de retracer les causes et conséquences de la non-scolarisation des filles, puis revisiter le rôle que devait être celui des médias dans cette lutte. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement et ça va démarrer. N'oubliez surtout pas qu'à la fin, il y a la bonne humeur à travers nos rubriques recettes, astuces, où aujourd'hui, on va vous apprendre à comment raffermir vos seins. Et puis, le chou gras à la fin, c'est coquine et taquine. Mais tout de suite, on démarre avec Fil rouge. Communément appelée Tata Inès, Inès Garoué-Fassia est une figure emblématique du petit écran au Bénin. L'aventure Tata Inès a commencé en 1998 sur LC2, la première télévision privée du paysage audiovisuel béninois, tout en suivant une formation de journaliste investigatrice grâce à une bourse de la Banque mondiale. L'ancienne lycéenne de Mathieu Bouquet de la ville de Parakou rêvait de travailler à Walt Disney en proposant des scénarios de dessins animés éducatifs pour les enfants d'Afrique. Elle comptait ainsi faire valoir son parchemin qui, à cette époque, frisait l'inopportun. Mais la réalité de l'univers du travail en a décidé autrement et la jeune paraquoise a dû réinitialiser ses aspirations. À l'écran, Tata Inès se particularise par son style atypique imprimé de son timbre de voix qui faisait sa signature identitaire. Adulée par les enfants, Tata Inès est la première personne en Afrique de l'Ouest à avoir conçu et réalisé à partir de 1998 un journal télévisé junior hebdomadaire pour les enfants et par les enfants de moins de 10 ans, ce qui lui a valu le premier prix jeunesse des 16e Journées mondiales du cinéma africain et créole à Montréal en l'an 2000. Grâce à son engagement social pour l'épanouissement des enfants, Inès Fassia a été reçue en 2011 dans l'Ordre national du Bénin au titre de officier de l'Ordre du Mérite. Fondatrice de l'ONG Reporter Junior, elle promeut Kindespo Bénin, le plus grand salon de l'enfance au Bénin depuis décembre 2018. Travailleuse, engagée, fiable, loyale, notre Tata Inès se révèle à l'Afrique sur l'émission panafricaine Le cœur des femmes. Elle y porte haut le drapeau béninois en tant que chroniqueuse, une expérience qui vient rafraîchir sa vie professionnelle. Tata Inès, l'amie des enfants, l'avocate des enfants. Et quoi d'autre? Tout ce que tu veux, ma belle. Bonsoir Tata Inès. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Boulevard des femmes. Bonsoir et merci beaucoup. Je suis ravie d'être avec vous, avec ce beau trio-là. Ben, tout le plaisir pour nous, non? Anita, Mirabel. Merci. Voilà, elles sont toutes toutes heureuses de vous avoir sur le plateau également. C'est un ravissement total. Et nos téléspectateurs aussi ont du plaisir chaque fois. Merci, ma chère Mirabel. Achika, chika, chika. Aïe, aïe, aïe. Ah ben oui, je veux bien essayer aussi, c'est ça? Oui, c'est ça. Achika, chika, chika. Aïe, aïe, aïe. Wow, super. On est bien parti là. Voilà, Inès Garoué-Fassia, Oui. la tata des enfants. Qu'est-ce que ça signifie, Achika, chika, chika? Achika, chika, chika, c'est un cri de ralliement, un cri de joie, un cri de mobilisation, un cri énergétique pour mobiliser les troupes. Et mes troupes, ce sont les enfants. C'est ça. Au fait, ce sont des cris que les anciens esclaves dans les plantations américaines lançaient quand ils avaient de belles récoltes. C'est quelle langue? Au fait, c'est un dérivé du Yoruba. C'est un dérivé du Yoruba
et qui un peu, je vais dire, ironisait un peu le sort qu'ils avaient par rapport à leur justement par rapport à leur tâche et aussi par rapport à leur négrier, à leur patron, à leur exploitant. Donc, quand ils étaient contents, ils le disaient entre eux. Et bon, c'est devenu à chica chica chic. Et puis à chica chica chica, selon qu'on le dise en France ou au Bénin. En tout cas, ça fait fort. Hein? Merci Ça beaucoup. attire tout le monde jusqu'à ce que, même dans les classes, Oui, oui. jusqu'à ce qu'un ancien président de la République, Le président Mathieu le président Mathieu Kérékou l'a Tout à répété. fait, l'a répété. Mais il me semble que l'ancien président Tomba Boniaï aussi l'a dit à une fois. Ah oui, absolument aussi. Et quand les gens répètent ça, ça vous fait quoi, ce qu'on lui fait? Mon Dieu, j'ai l'impression que c'est devenu mon prénom parce que quand je suis dans la circulation et que je suis dans un feu de circulation, il suffit simplement que les étudiants me remarquent dans la voiture. Ils commencent par m'appeler à Chica Chica Chica, et comme si c'était mon nom. Même ce matin en venant, je dis mais je m'appelle Inès. Ah, Chica Chica Chica. Mais c'est que du bonheur. C'est ton identité. Oui, oui, c'est devenu comme une une identité, ce cri de ralliement. Alors, Tata Inès, raconte-nous, comment est née l'idée le Club des fans? Le Club des fans, au fait, c'est le prolongement et l'accomplissement d'une passion. C'est vrai qu'au début, j'avais pas commencé l'aventure avec l'ORTB. J'avais fait mes armes à LC2. C'était la première télévision privée au Bénin, en effet. Et donc, quand le destin a changé le cours de l'histoire dans ma vie et que je me suis mariée en 2001 avec Steve, et qui lui est un produit ORTB passionné de télé, je me suis dit, ce serait vraiment génial de continuer l'aventure. D'être aux côtés du coq. Voilà, exactement. La basse-cour. Exactement. Donc, c'est ce qui s'est fait. Et donc, le Club des fans était tombé à point nommé parce que l'Office avait besoin, effectivement, d'une émission dans sa grille des programmes pour les enfants du Bénin, un programme éducatif qui, en même temps, est un divertissement, leur permettra évidemment de s'épanouir. Donc, le leitmotiv, c'était apprendre en jouant. C'est-à-dire, on est à la télé, on regarde plein de choses, mais on apprend énormément à travers le jeu. Alors, vous-même, quand vous êtes avec les enfants, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous émue le plus? Mon Dieu, c'est indescriptible. Quand je suis devant un public d'enfants, j'ai comme l'adrénaline qui monte en moi. Yes. J'ai l'impression que ce sont des milliers d'anges qui sont c'est des fourmis qui montent tout au long du corps. Même pas. Je vois en eux un avenir certain. Je me dis que l'espèce humaine se prolonge. Je me dis que nous n'avons pas vécu pour rien. Je me dis que si en eux, on sème une très bonne graine, le monde sera meilleur. Et tout cela, pour moi, constitue une saine émulation et qui me booste à aller de l'avant et à donner le maximum que je peux pour vraiment marquer d'une belle empreinte le passage, ne serait-ce que 1 heure, 2 heures de temps avec moi. Et je crois que quand aujourd'hui, je vois des enfants que j'ai reçus il y a 15 ans, il y a 20 ans, Anita est passée parmi eux, et qui me disent « Tata Inès », je dis « j'ai envie de me faire appeler Maminès désormais, au lieu de Tata Inès, quoi ». Et qu'ils me disent « Ah, mais vous m'avez impacté positivement ». Je me dis, quelque part, le pari a été gagné. Non mais Anita, vous êtes allée faire quoi sur le Club J'ai des plutôt fans? été en stage. Oui. Ah d'accord, pas parmi les enfants, parce que je ne vous vois pas à cet âge-là. Non, ça a été un plaisir de faire un stage aux côtés de Tata Inès. En fait, tout ce qui concerne la télé, l'animation, j'ai commencé à Média Production, donc j'ai bien commencé. Et vous voyez que je suis en train je continue quand même bien mon chemin. Et elle donc, a gardé une poupée que je lui ai donnée il y a longtemps. Ça fait il y a combien très d'années? longtemps, je ne sais Une plus, dizaine d'années. mais beaucoup. Ah ben plus. vous en avez encore des Ça poupées, doit moi je faire, les adore. Ça doit On faire verra ça 14 au ans. plateau, 14 ans. Elle nous avait dit, garde cette poupée-là. Quand elle m'avait donné une poupée et un camion,
Elle m'a dit, garde bien, quand tu auras un garçon et une fille, tu leur offriras. Bon, j'ai pas encore de fille, mais la poupée est encore là. Ah, moi, je veux aussi ma poupée. La dernière fois, j'ai vu la poupée, elle l'a conservée intacte, mais elle m'a fait pleurer quand j'ai vu cette poupée-là. Je me suis dit, mais c'est pas vrai. J'ai coulé des larmes de joie. Je me suis dit, c'est pas vrai. Comment est-ce qu'elle peut être aussi conservatrice? Mais Inès, comment est-ce que toi, tu puisses être aussi émotionnelle? Je ne sais pas. Je crois que je dois avoir une fibre très sensible en moi. Et c'est peut-être ça qui me permet de tenir, parce qu'on ne peut pas vivre et construire des lendemains meilleurs sans émotion. Je me rappelle d'une de ses réalisations où elle avait fait une interview aux enfants et l'enfant avait dit une boude. Non, l'enfant a dit à Inès qu'elle ressemblait à un chaton. Inès arrive jusqu'aux larmes. Et ils sont incroyables, les enfants d'aujourd'hui. Inès, elle a oublié qu'elle était devant la caméra, mais elle rigolait jusqu'aux larmes. Et l'enfant dit, mais Tata Inès, tu pleures? Exactement, elle s'appelle Mia, cette petite-là. Elle t'a vraiment marqué. Mais elle m'a déstabilisée et elle a retourné la situation. Exactement. C'est-à-dire que j'étais devenue son sujet et elle me manipulait à sa guise. Elle était assise calmement sur le cheval avec une grande sérénité. Je me suis dit, waouh, non, Mia, c'est une fille incroyable. Incroyable. Et c'est pas tout. Un jour, on faisait une émission avec le ministre du cadre de vie, monsieur le ministre José Tonato, et elle lui demande qui c'est qui a planté les premiers arbres sur Terre. Oh my God! Et le ministre a dit, my God. Et alors, il s'attendait à toutes les questions sauf à celle-là. Mais bon, évidemment, bon pédagogue et très stratège, il a réussi à lui répondre. Après toutes ces années, Tata Inès, avez-vous le sentiment d'avoir réussi ce que vous avez eu envie de faire de votre vie? Oui, c'est un sentiment. Mais je ne sais pas pourquoi je la vous vois encore là. C'est comment dire, c'est la déformation. C'est la déformation professionnelle. On peut se tutoyer, exactement, parce qu'entre nous, c'est beaucoup plus de familiarité. J'ai encore un sentiment d'inachevé. J'ai l'impression que j'ai encore beaucoup à donner. À mon âge, quand on approche de 45 ans, on se dit qu'on a encore beaucoup d'énergie, au moins pendant une bonne dizaine d'années. Et donc, pour moi, j'ai l'impression que dans les 5 prochaines années à venir, la dizaine d'années à venir, que ça va être pour moi le nec plus ultra de mon don, du don de moi-même à ce que je peux faire pour les enfants ou encore sur d'autres chantiers de réalisation. C'est la preuve que tu n'es pas sur ces chantiers où on dit à mon âge, je pense que j'ai fait ce que j'ai à faire. 23 ans déjà, oui, 23 ans qu'a démarré l'aventure. Il y a 23 ans, les enfants, dans le temps et aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes réactions, ce n'est pas la même chose. Comment est-ce que vous vous adaptez à ces changements et à cette évolution à laquelle nous faisons face? En réalité, on ne se rend pas compte comme une brisure de glace. On s'y surprend. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, il y a 2 décennies, les enfants étaient plus timides, plus réservés, ne s'exprimaient pas beaucoup. Aujourd'hui, ils disent tout, un peu trop tout. Ils disent tellement de choses à vous déstabiliser, à vous décontenancer. Et on a l'impression qu'ils sont nés avec des puces numériques incorporées dans leur cerveau. On réalise sur juste 2 décennies l'évolution de l'espèce humaine. Et ça s'explique parce qu'il y a ce qu'on appelle la rapidité électronique de la marche de l'humanité. Aujourd'hui, tout est speed. Quand vous vivez en Europe et vous vivez au rythme des heures, des tramways, et des heures de métro, des heures des TGV, et vous êtes tout le temps calculé sur l'horaire. Vous êtes calculé sur le changement horaire en hiver, en été, etc. Vous êtes obligé d'aller speed. Quand vous vivez, quel que soit le niveau où vous êtes, quel que soit le continent sur lequel vous êtes, il y a une rapidité. Par rapport à l'information aussi, le monde de la communication, de l'information est devenu si speed. Et je crois que tout ça fait que le réflexe de nos enfants qui naissent aujourd'hui, ils naissent dans les téléphones portables, ils naissent dans Internet, ils acquièrent très tôt
des réflexes de rapidité, de réactivité qui fait que on n'a pas le choix, on s'adapte et on les accompagne du mieux qu'on peut parce que c'est pas du tout la même chose que nous avons reçue en matière d'éducation. Est-ce qu'on peut dire que l'école béninoise, de façon générale, s'adapte vraiment à cette réalité? Pas encore totalement. L'Afrique va à son rythme. L'Afrique n'a pas connu la même histoire que les autres continents de la planète. Certes, il n'y a pas eu que des tares dans la colonisation. Ils nous ont apporté l'école, ils nous ont apporté l'instruction, le savoir. C'est à nous de nous réapproprier l'école et de savoir qu'est-ce que nous apprenons à nos enfants. On n'a pas besoin de leur apprendre le b.a.-ba de Molière, le b.a.-ba de Shakespeare. C'est à nous de savoir que nous devons leur apprendre la vraie histoire sur Akaba, sur Béhanzin, sur Tofa Ier. Qu'est-ce qu'il faut en tirer sur les Amazones? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour aller de l'avant? Et tout le challenge est là. Bon, voilà, vous avez abordé la question école, justement, et puis le sujet de ce matin, ce qui est venu ce matin, vous le savez, bien sûr, c'est la scolarisation et le maintien des filles à l'école. Inès, toi, tu es une professionnelle des médias et tu t'investis beaucoup d'ailleurs dans le secteur de l'éducation. Tu dois sûrement avoir vécu d'une certaine manière quand même le phénomène de la déscolarisation des filles. Raconte-nous un peu quelques expériences ou quelques anecdotes que tu aurais vécues. Oui, absolument. La déscolarisation des filles est une réalité subsaharienne. Et même quand vous prenez la carte du monde et vous regardez, vous divisez le monde en deux, c'est-à-dire toute la partie sud souffre de cette déscolarisation-là des filles. Il y a environ 12 millions de filles dans le monde, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique du Sud ou en Afrique subsaharienne, qui n'arrivent pas à accomplir ou à aller loin dans leur scolarité. Elles tombent enceintes, des grossesses précoces. Il y a environ dans le monde entier 64 millions de filles qui, jusqu'en 2020, jusqu'à l'année dernière, ne sont pas encore scolarisées. Et au Bénin, on ne peut pas dire que le problème est déjà complètement mis à plat. Le Bénin a fait énormément des efforts considérables depuis 3-4 ans. On a l'impression, on voit bien que dans les zones rurales, il y a presque autant de filles que de garçons qui sont scolarisés. Mais aujourd'hui, la question n'est pas est-ce que les filles vont à l'école, mais est-ce que les filles restent à l'école? Jusqu'à quand restent-elles à l'école? Et il y a énormément, beaucoup de facteurs qui nous échappent, qu'on ne peut pas contrôler. Malgré toute la volonté politique qu'on peut mettre autour de ça, il y a de petites choses. Il y a la pauvreté, il y a, les idées, les stéréotypes reçus dans les hameaux les plus reculés du Bénin. On a l'impression que tiens, on n'a pas assez d'argent, ça va servir à quoi d'envoyer une fille parce qu'elle ira garnir la palissade ou dorer la maison d'un homme. Donc, il y a tellement de choses. Il y a le problème des menstruations. Quand les filles sont en âge d'avoir leur menstru, parfois elles n'ont pas de serviette hygiénique ou encore la culture leur dit que tiens, quand on est en menstru, on est malsain ou on est malsaine. Et que on est suffisamment âgé pour aller chez un homme. Voilà, et ou encore, il y a un adage qui dit chez moi dans le Nord, la première menstruation, ça te trouve chez tes parents, à la seconde, tu dois être chez un homme. Et ça, c'est quand même des réalités qui restent profondément ancrées. Nous, en tant qu'acteurs des médias, nous vivons de ces genres d'expériences. Oui. Et c'est là l'intérêt de la question que nous nous posons aujourd'hui, de savoir quel rôle les médias peuvent jouer pour réellement endiguer ce phénomène qui est la déscolarisation ou le non-maintien des filles à l'école. Une grande sensibilisation à outrance. Rappelez-vous, quand la poliomyélite avait ses droits de cité en Afrique, mais comment est-ce qu'on a réussi à presque éradiquer, je vais dire qu'il y a peut-être 0,01% de poliomyélite aujourd'hui en Afrique, simplement parce qu'il y a eu une grande campagne médiatique dans toutes les langues, dans toutes les radios, dans toutes les télévisions d'Afrique. Tout le monde se rappelle, boutons la polio hors d'Afrique. C'est ce qu'il faut faire. Il faut passer par les chefs coutumiers, par les chefs religieux,
par les chefs de collectivité, par les instituteurs aussi, et les sensibiliser sur le danger des stéréotypes. Parce que qu'est-ce qui se passe? La plupart des ouvrages scolaires que nous avons dans le milieu pédagogique réduisent les filles ou les confinent dans un rôle de femme au foyer, de la maman un peu domestique, dans le genre de la ménagère. Elle est là pour le foyer. Il faut transcender cela. Il faut montrer aux filles des modèles de femmes qui ont réussi et qui quand même, malgré tout, sont des mères de famille épanouies, qui assurent, mais qui sont intellectuelles. Une femme, une fille qui réussit à faire une année de plus dans son secondaire, une année supplémentaire, gagne 18% de son potentiel de gain pour l'avenir, de gain, je veux dire, économique. Et ça, c'est des études qui ont été faites et qui ont prouvé cela. Donc, c'est important que les médias ne perdent pas de vue cet objectif-là. C'est un sacerdoce dont nous devons prendre conscience en tout temps, en tout lieu, à tout moment et sans répit. Pendant notre génération. Surtout sans répit, parce que parfois, quand on remarque des avancées, on a tendance à baisser les bras et penser que bon, la bataille est gagnée d'avance et après, ça rechute encore par manque de sensibilisation. Absolument. C'est pour cela que ça doit être sans répit, continuel, dans une graduation crescendo. Mais est-ce que le facteur grossesse en milieu scolaire ne gâche pas un peu tout ce qui est en train d'être fait de plus en plus? Parce que malgré toutes les sensibilisations, il y a quand même des enseignants assez... qui arrivent quand même à mettre leurs élèves enceintes. Et ça devient de plus en plus un gros problème. Il y a peut-être des parents qui n'auront plus confiance. Ceux qui ont peut-être fait le premier pas et envoyé leur fille à l'école vont se dire, mais attends, c'est ce qui se passe à l'école. Et peut-être ils peuvent se rétracter. Des filles peuvent être découragées. Après l'accouchement, elles ne pourront pas aller à l'école. Est-ce que tout ça ne ralentit pas? C'est un frein, absolument. Les grossesses en milieu scolaire sont un énorme frein qu'il ne faut pas occulter. Il faudrait que les enseignants apprennent à domicilier un peu leur instinct sexuel vis-à-vis... carrément, comme si c'était une banque. Oui, bien sûr. Et je le dis avec tout le sérieux du monde, il doit prendre conscience de ça. C'est-à-dire que être enseignant, c'est d'abord une vocation. Et je crois que plus on sensibilisera, plus on va pouvoir toucher le corps enseignant. Il y en a de moins en moins. Je crois qu'il faut sévir. C'est-à-dire que s'il y a un enseignant qui a été déclaré ou bien auteur de grossesse, il faut absolument que la loi pénale intervienne. C'est en punissant aussi qu'on va décourager justement ce genre de comportement. Il ne faut pas hésiter à punir par rapport à ça. Maintenant, il y a autre chose. Si le premier rôle revient quand même à la femme. C'est nous, les mamans, qui éduquons les garçons et les filles à la maison. C'est à nous de leur montrer la part de respect qu'il faut avoir vis-à-vis de la fille. Quand nous éduquons nos enfants, garçons et filles, différemment à la maison, en montrant que, tiens, toi, la petite fille, tu fais la vaisselle et pendant ce temps, le garçon, il joue au ballon. Mais qu'est-ce que nous voulons finalement? Donc, on le veuille ou non, la femme est en amont et elle va et en aval, effectivement, de tous les problèmes, je veux dire des problèmes sociaux, des problèmes d'éducation, des problèmes d'éducation familiale dans la cité. Elles sont encore nombreuses, ces filles qui doivent interrompre leur scolarité, on le disait tantôt, pour des cas de mariage forcé, de grossesse ou parfois même pour travailler. Même les travaux à la maison plombent encore les filles, contrairement aux garçons. Ah oui, ça, c'est vrai. Et donc, nous avons réalisé un reportage dans lequel on fait l'état des lieux de la scolarisation des filles et du rôle que jouent les médias. L'éducation est la sève qui nourrit la société. Et donc l'éducation est le socle de l'épanouissement individuel et par conséquent de l'épanouissement collectif. Et quand on parle d'épanouissement, la femme joue un rôle très important dans l'épanouissement de la société. Et donc plus les femmes sont éduquées, plus elles apportent de la sève justement à notre société.
Aujourd'hui, vous constatez que plusieurs femmes abandonnent pour diverses raisons et aussi en fonction des régions. Et donc, vous verrez par exemple au nord du Bénin des femmes qui vont partir très tôt parce que forcées au mariage précoce, forcées à travailler pour subvenir aux besoins de leur famille, peut-être maman décédée, papa décédé ou en mobilité. C'est des régions dans lesquelles on émigre facilement au Nigeria pour aller chercher l'Eldorado, le bonheur, et donc les enfants sont livrés à eux-mêmes. Et quand les enfants sont livrés à eux-mêmes, c'est chercher de quoi se nourrir, de quoi subvenir à leurs besoins. C'est pour ça que le décrochage à ce niveau est très élevé. Je me rappelle, en 2015, il y a eu une étude de l'UNICEF qui a rappelé qu'un enfant sur 8 au Bénin, une fille sur 8 notamment, est mariée avant l'âge de 15 ans. Et 3 sur 10. Vous voyez, donc c'est des statistiques qui montrent que la fille n'est pas la priorité pour l'éducation parce qu'à un moment donné, les parents pensent qu'investir sur la fille, c'est du gâchis, c'est pour les beaux-parents, ça ne profite pas vraiment à la famille. Et au niveau religieux, on pense que dès que la fille a ses règles, il faut qu'elle aille chez son mari. Donc ce sont des pesanteurs qui pèsent vraiment sur la conception même de l'éducation. Du coup, on ne voit pas la plus-value que l'éducation apporte à ces enfants-là. Les conséquences sont énormes, je l'ai dit tout à l'heure. Il vous suffit d'aller au marché ici, vous verrez que 90% des attelages au marché sont tenus par les femmes. Et ce sont nos femmes qui éduquent les enfants pour la plupart du temps. Et donc la femme a un rôle clé dans la société. Ça veut dire quoi? Que la femme moins éduquée, forcément, ne peut transmettre que ce qu'elle a à l'enfant. Et donc nous avons une société mal en point, forcément, comme première conséquence, parce que la femme contribue moins. Étant dans un rôle central, elle n'apporte que ce qu'elle a. Et du coup, la plus grande conséquence est vraiment sur le capital humain du pays. Nous n'avons pas des hommes bien formés, bien éduqués, qui peuvent apporter vraiment quelque chose de consistant au développement. Les nations industrialisées, les nations développées ont une économie stable parce que justement le niveau d'éducation est très élevé. Vous voyez, depuis 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme a établi que l'enseignement de base est obligatoire et universel. Et donc si nous nous laissons faire, nous laissons prendre au piège de passer le décrochage vraiment de nos filles, de nos enfants, vraiment en pole position, nous aurons forcément une nation moins éduquée. Et c'est triste. Et donc c'est pour ça que je pense que les médias ont un rôle très important. Oui, les médias ont un rôle très important. Vous voyez, le média de façon classique a 3 fonctions: informer, éduquer et puis distraire. Et donc quand vous prenez déjà la fonction d'information, il faut déjà que nous puissions attirer l'attention des décideurs sur les statistiques qui existent. Aujourd'hui, nous avons près de 2 millions d'enfants hors du système éducatif. Ça, c'est des chiffres que l'INSAE, l'UNICEF, des chiffres qui ont été publiés. Et aujourd'hui, si on actualise ces chiffres, je parie que nous allons dépasser ces 2 millions d'enfants. Or, nous n'avons que presque 4 millions et quelques d'enfants au Bénin, de 3 à 17 ans. Et donc, plus de la moitié, vous imaginez, sont hors de l'école. Plus de la moitié des enfants sont hors de l'école. Et de ce fait-là, nous devons informer. Il faut déjà que le journaliste ait l'information pour savoir quelles sont les réalités. Qu'est-ce qu'on peut partager avec le décideur pour motiver donc, des décisions qui puissent aller dans le sens du développement. Deuxièmement, il faut qu'on s'intéresse dans nos rubriques plus à l'éducation. Parce qu'en réalité, vous voyez des médias politiques, des médias colorés. L'éducation est transversale. Le politique n'a pas envie de laisser, je ne sais pas, une société mal en point forcément. Donc il faut attirer vraiment l'attention du politique à travers des chiffres, des statistiques fiables pour qu'on prenne des décisions dans le sens de l'information. Donc ça, nous sommes dans l'information. Ensuite, il faut pouvoir éduquer. Éduquer, c'est sensibiliser. Vous voyez, les leaders religieux, ils croient que, par exemple, les préceptes religieux les obligent à marier les filles précocement. Or, aujourd'hui, quand vous mariez les filles précocement, il y a plein de risques. Vous êtes femme, je ne vais pas vous enseigner que les risques liés au cancer, au col de l'utérus, etc., tout ça sont liés à la précocité des rapports sexuels. Et donc, il faut forcément que nous puissions éduquer, que ce soit nos leaders religieux, nos parents, pour que les enfants soient vraiment pris en charge de la manière qu'ils conviennent pour que nous ayons un développement durable.
Et donc, dans l'éducation, c'est multiplier les informations, c'est multiplier les émissions, j'allais dire, donc d'éducation, multiplier que ce soit au niveau de la télé, de la radio, de la presse écrite, qu'on ait des magazines, des plateaux, des débats, comme on en fait en politique. Parce qu'en réalité, je l'ai dit tout à l'heure, l'éducation, c'est le socle du développement, c'est la sève de la société. Et donc, la multiplication de ces plateaux va permettre vraiment d'avoir une bonne information. Et qui a l'information a le pouvoir, forcément. Mais Inès, vous voyez, le rôle des médias, il est primordial. Et ce qui est un peu chiffonnant, bon, c'est quand même une avancée. Hein. Au Bénin, on a un seul organe de presse spécialisé dans l'éducation. Heureusement qu'il y a un. Bon, dans les autres classes, c'est juste des rubriques. Hein? Oui, on a des desks, émissions qu'on essaie d'animer. Puis... Mais beaucoup plus au niveau de la presse écrite, je pense qu'il serait bien que beaucoup d'organes se spécialisent. Faut-il encore que les enfants lisent? Même pas seulement pour les enfants, puisque la sensibilisation, comme on le dit, c'est beaucoup plus les parents, les adultes, les décideurs, et pour pouvoir l'implémenter vers les enfants. Mais quand on parle de médias, c'est pas que les médias sociaux. Et ce n'est pas que les médias traditionnels, comme je le dis, il y a les réseaux sociaux. Et c'est beaucoup plus ça aujourd'hui, la question. De plus en plus. Comment est-ce qu'on peut arriver à juguler ce fléau de réseaux sociaux? Parce que les enfants sont beaucoup plus éduqués par là et malheureusement, les informations qu'ils reçoivent par là ne sont pas toujours les bonnes informations. Oui, moi, je n'ai pas peur de choquer, hein. Moi, je crois qu'en matière de réseaux sociaux, il faut développer une politique dictatoriale. Il y a des pays, quand vous allez aux Émirats arabes unis, les choses sont contrôlées, les choses sont filtrées. Si nous savons ce que nous voulons faire, les objectifs que nous voulons atteindre, quand vous allez en Corée du Nord, tout n'est pas ajouté dans ces pays. En Chine, même si on dit oui, on les militarise, les enfants sont trop sous pression, vous voyez le résultat que cela donne. Rien de grand, de beau ne se construit sans un minimum de discipline. Donc, au risque de choquer les adeptes de la grande liberté à outrance, hein, je crois qu'il faut savoir. Aujourd'hui, il y a du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. La mauvaise éducation, la mauvaise graine. Il faut qu'on filtre. Il faut qu'on en arrive un jour à s'autonomiser de tout ce que nous recevons comme bordel d'ailleurs et cibler le type d'information que nous voulons passer. En faisant ça, nous allons mieux gérer le type d'éducation que nous devons transmettre à nos enfants. Et puis après, le fait est que pour les dérives au niveau des réseaux sociaux, ce n'est pas que vers les enfants. Il y a les adultes aussi qui reçoivent de mauvaises informations à travers ces réseaux sociaux. Et au-delà des réseaux sociaux, il y a les programmes de diffusion télévisuelle que nous faisons aussi. Les télénovelas. Oui, les télénovelas. Qui occupent les femmes autrement que de pouvoir s'occuper. Et malheureusement, les femmes regardent ça et on ne prête plus attention à la présence de l'enfant. Il y a d'autres films quand vous n'accompagnez pas ça de leçons aux enfants et qu'ils suivent et que vous ne leur expliquez pas la trame du film, les enfants prennent plutôt le côté qui les intéresse. Un film où un brigand qui arrive quand même à s'en sortir d'une certaine manière, l'enfant au lieu de la fille ou bien d'une prostituée, toutes mes excuses, qui arrive à s'en sortir, l'enfant au lieu de voir ce qui a amené, en tout cas, je ne sais pas comment on dit le truc au niveau des films, la trame de l'émission ou du film, mais ne voit que... Le problème de cause à effet dans le film. C'est qu'il faut forcément qu'on accompagne tous ces programmes d'un autre programme d'éducation. Absolument. En fait. Il nous faut beaucoup de programmes pour faire l'équilibre effectivement, parce que nos enfants lisent de moins en moins et il faut peut-être orienter, changer le cours de leurs habitudes de lecture, aiguiser leur appétit à la lecture à travers la lecture numérique. C'est-à-dire que puisqu'ils sont très connectés, ils sont très tactiles, ils sont très écrans, il faut développer cela, mais je crois qu'il y a une nécessité de filtrage qui s'impose. Et ça, c'est nos décideurs qui peuvent voir comment ils vont gérer ça.
Comment ils vont gérer C'est ça? vraiment important. Ouais. Puisqu'on dit la planète. non-scolarisation des filles les maintient dans un statut inférieur à celui des garçons. Absolument. Une fille qui ne va pas à l'école aura plus de mal à faire entendre sa voix. Marginalisée, elle ne pourra s'exprimer, prendre des décisions qui la concernent, qui concernent son corps, sa vie, voter, participer activement aux prises de décision de la société dans laquelle elle vit et avoir un rôle en tant que citoyenne libre. La non-scolarisation des filles ne leur permet pas de sortir de la pauvreté. Cette situation risque de se perpétuer à la génération suivante. Absolument. Car une fille non éduquée ne peut pas comprendre l'intérêt de donner une éducation à son propre enfant. Exactement. Et pourtant, chaque année passée par une fille sur les bancs de l'école augmente son futur revenu de 10,20%. Vous l'avez dit tout à l'heure également. La non-éducation des filles est un véritable manque de développement des pays. Ce sont là des conclusions, tenez-vous tranquille, de plan international que je partage avec vous. Absolument. Une transition juste pour annoncer la rubrique Femmes en vogue qui nous amène à découvrir une femme qui, à coup sûr, si elle n'a pas été à l'école, si elle n'a pas été instruite, n'allait pas réussir une vraie entrepreneur. N'est-ce pas, Anita Marcos? Tout à fait, Ghislaine. Alors, dans Femmes en vogue de ce jour, pour rester collé au thème de cette émission, je vais d'abord dire que le rôle des médias, c'est aussi de montrer des femmes qui sont des exemples de réussite et qui ont dû donc passer par l'école pour y arriver. Bertie Marcos Kedegbe est ingénieure agronome de formation. Elle est une entrepreneuse béninoise, fondatrice et directrice générale d'une entreprise de fabrication et de transformation d'ananas. Donc, je vous invite à découvrir à travers ce numéro Bertie Marcos Kedegbe. Bertie Marcos est une patronne exigeante. Tous les matins, elle arrive dans son usine à l'ouverture pour s'assurer que tous ses employés sont au travail. Quand vous venez, vous laissez toujours traîner des choses par terre. C'est sale et je suis pas contente. Ici, on est sur le quai de la livraison de la matière première. À 62 ans, elle a monté la principale usine de transformation d'ananas du Bénin. Elle produit 9000 litres de jus par jour. Bonjour, ça va? Ça se passe bien? Oui, très bien. D'accord. Aujourd'hui, là, on est déjà à quel niveau de production? Oui, bon, on a démarré le remplissage. Ici, l'ensemble du processus est automatisé grâce à cette machine qui transforme 20 tonnes d'ananas par semaine. Une exception dans un pays où l'essentiel de la production est artisanale. Une société qui nous a accompagnés dans l'acquisition des équipements et il nous a aidés à trouver cette machine-là en Italie. Et les jus font quand même aujourd'hui plus de 70% de notre chiffre d'affaires. L'ensemble de la production est exporté en Europe. Alors les équipes de Bertie Marcos doivent se plier à un cahier des charges très précis. Dans son usine, Bertie Marcos a installé une nouvelle unité de production. Après les jus, elle a décidé de se lancer sur un nouveau marché, celui de l'ananas séché. Et non, c'est pas bien séché. En 2016, les exportations d'ananas frais du Bénin chutent brutalement. Bertie réagit vite et s'oriente vers ce nouveau type de transformation. Nous avons réfléchi et nous avons pensé à l'ananas séché. Et après une petite étude de marché, nous avons pu trouver que c'est une bonne valeur ajoutée. Avec la pratique, ces techniques de production vont évoluer. Les femmes qui sont en train de travailler là, en travaillant, elles ont imaginé qu'on pouvait faire comme ci, comme ça, et puis elles ont apporté leur contribution à élaborer les instruments qu'elles utilisent. Une fois l'ananas découpé, il faut le mettre dans ces grands fours pour le sécher. C'est bon pour entrer dans le four. La production reste pour le moment modeste avec 5 tonnes d'ananas transformées par jour. Mais pour Bertie, cette activité lui permet surtout de vendre son ananas plus cher que si elle l'exportait sans le transformer. Lorsqu'on envoie l'ananas frais, c'est seulement le producteur qui bénéficie de la production et c'est fini. Mais lorsqu'on va vers une autre forme de l'ananas qui est le jus ou l'ananas séché,
on crée de l'emploi. Alors, pour créer toujours plus de valeur ajoutée, la patronne a eu une nouvelle idée. Son dernier projet, le voici. Dans quelques mois, elle installera ici une nouvelle unité de production. Objectif, ne plus exporter ses produits en gros, mais pouvoir le vendre au détail. Ici, il y a du matériel Tetra Pak et Combi Bloc qui va servir à faire du conditionnement du jus d'ananas dans des contenants d'1 litre, de demi-litre et de 25 centilitres. Grâce à cette machine, Bertille Marcos ne veut plus seulement miser sur l'exportation, mais conquérir le marché local. Elle espère que sa marque, les jus Tilou, pourra s'imposer sur les étals. Objectif, que les jus de fruits consommés au Bénin soient fabriqués au Bénin. Un exemple de réussite de femme qui a quand même montré qu'elle a quelque chose dans la tête. Elle doit être bien organisée. Et dans tout ça, il faut une certaine instruction pour arriver à ce niveau. Tout à fait. Ah oui, c'est vraiment impressionnant. Moi, je ne connaissais pas les ananas séchés. On en a vu des mangues et d'autres fruits, les dattes séchées, etc. Mais c'est la première fois et c'est un exemple édifiant. Et pour profiter et dire à toutes les jeunes filles qui nous suivent, vous aussi, vous pouvez devenir des femmes leaders, des femmes entrepreneurs, des femmes autonomes, des femmes qui accomplissent vraiment quelque chose de bien, de beau, de grand pour leur propre vie. Et franchement, Madame Marcos, Bertille, félicitations. Ben, il faut quand même qu'on le dise, hein, il y a de ces femmes qui n'ont jamais été à l'école, mais qui ont aussi de l'ingéniosité. Juste que le fait, c'est qu'elles n'ont pas été à l'école, qu'elles n'ont pas un petit niveau. Si elles avaient le tout petit niveau, elles allaient faire vraiment plus de merveilles. Ouais. Voilà pourquoi nous œuvrons forcément pour la scolarisation et l'instruction. Et le maintien des filles. Et pour ne pas brimer celles qui n'ont pas été scolarisées, qui font des prouesses, il faut aussi les mettre en lumière. On ne devra pas rester seulement sur les femmes intellectuelles, les femmes scolarisées, mais il faut montrer également l'exploit que réalisent ces autres femmes. Ah oui. Mais l'exemple de Madame Marcos est très impressionnant. Des femmes diriger des entreprises du genre, c'est vraiment formidable et ça doit inspirer également la jeune génération. Absolument. En tout cas, bientôt, un boulevard des femmes ira à la rencontre de ces femmes-là qui ne sont pas totalement inscrites, qui ne sont pas non plus du tout instruites, mais qui font des merveilles. Nous sommes déjà en quête pour savoir où les retrouver et surtout celles qui émerveillent à travers leur création. Ces femmes-là, un peu comme si elles se sont rendues compte de cette insuffisance-là, qui aujourd'hui font des efforts, qui se sacrifient pour envoyer leurs enfants à l'école. La tâche d'encre d'aujourd'hui, c'est une déclamation de notre ami slameur Jamil Momagao, qui exhorte également tout le monde à œuvrer pour une scolarisation assurée et assumée des filles. Tâche d'encre. Chaque fille qu'on enseigne est une âme que l'on arme, afin qu'elle soit apte à apporter à l'humanité sa part de singularité, capable d'enrichir l'universel et de faire fleurir le socle de sa terre natale. Chaque fille qu'on enseigne est une âme que l'on sauve pour qu'elle apprenne le nécessaire savoir pour son autodétermination, parce qu'elle se construit de connaissances pour mieux se commettre dignement, pour échapper au carcan de la société qui pourrait chercher à lui imposer des idées claustratives. Chaque fille qu'on enseigne est une âme que l'on affûte pour qu'elle grandisse de bon sens, pour qu'elle nourrisse sa conscience, pour qu'elle devienne la femme de valeur et de pouvoir qu'elle incarne. Chaque fille qu'on enseigne est une âme que l'on ouvre à d'autres nuances d'elle-même, afin qu'elle sache comment s'entreprendre, afin qu'elle comprenne le monde dans sa densité plurielle, afin qu'elle ose construire elle-même sa pensée, pour qu'elle puisse dépasser les paradigmes qui ont été longtemps imposés. Chaque fille qu'on enseigne est une âme que l'on valorise, afin qu'elle se touche intérieurement et qu'elle parvienne à fouiller dans les interstices de sa personnalité pour se révéler au monde
à l'humanité pour être capable de déconstruire ce qui empêche aux femmes qui ont toujours existé d'atteindre les sommets. Chaque fille qu'on enseigne est une âme que l'on arme afin qu'elle soit apte à apporter sa part de singularité afin d'enrichir l'universel et de faire fleurir le socle de sa terre natale. Chaque fille qu'on enseigne est une âme que l'on arme afin qu'elle soit porteuse d'avenir. Chaque fille qu'on enseigne est une âme que l'on arme afin qu'elle soit porteuse d'avenir. Inès, vous aimez les slameurs? Ah oui, j'adore. Je suis une amoureuse de la langue française, quoique ça a été la langue dans laquelle j'ai été instruite. Et vous avez un langage poétique. J'adore les slams, j'adore les textes. J'ai bien envie de te taquiner, de te demander de nous faire une petite impro. Oh là là. Peut-être qu'on va découvrir ton autre côté star. Oh là là, Dans la dernière rubrique. L'autre côté star. Il faut être inspiré pour ça aussi. Vraiment, je suis prise sur le vif. Qu'est-ce que je pourrais dire? Voilà. Juste que vous êtes si belles, mes petites damettes, si souriantes, communiquant au jour, riant, une flamme de bonheur qui nous inspire. Ou le cœur. Tu feras un beau duo avec Jamil en tout cas. Et la scolarisation des filles. Les rubriques s'enchaînent et démontrent combien la femme instruite est une valeur pour la société. Aussi, Yasmine Damata, dans Recettes et Astuces, nous apprend aujourd'hui comment entretenir une partie sensible de notre corps. Devinez un peu quelle partie c'est. Les seins. Une partie sensible. Hein? Oui, mais c'est sensible. Ou bien chez toi, c'est pas le cas. Je suis d'accord, justement. Recette astuce, suivez donc. Bonsoir et bienvenue à vous dans votre rubrique Recettes et astuces de femmes. Chères dames, chers messieurs, aujourd'hui nous vous proposons comment raffermir les seins, comment raffermir la poitrine des dames. Oui messieurs, il s'agit des dames, mais vous également vous pouvez suivre pour donner des conseils à vos épouses. Chères dames, vous venez d'accoucher, vous avez allaité votre bout de chou, vos seins sont tombés, c'est tout normal. Mais toutefois, vous avez comme astuce comment raffermir, comment redonner cette vigueur à votre poitrine. Et pour le faire, nous avions besoin de 2 ingrédients. Il s'agit des glaçons que vous pouvez trouver dans vos frigos ou carrément acheter de la glace pour 25 francs. Vous avez également besoin du beurre de karité. Oui. Et pour le faire, il vous suffit de prendre des glaçons que vous mettez dans un torchon. Dans un torchon, vous cassez de la glace dans votre torchon que vous prenez et vous posez légèrement sur votre poitrine. Légèrement. Ne demande pas d'appuyer, non. Laissez votre poitrine ressentir la fraîcheur. Rassurez-vous, vous devez forcément enlever votre soutien-gorge, enlever votre tenue et poser directement sur votre peau le glaçon déjà dans le torchon que vous posez sur votre poitrine, de sorte à rafraîchir la poitrine. Vous le faites environ 2 minutes. À vous de voir si vous allez sentir cette fraîcheur dans votre poitrine. Vous déposez ensuite votre torchon et vous prenez le deuxième ingrédient. Il s'agit du beurre de karité. Juste une petite quantité, pas beaucoup. Vous le mettez dans votre paume de main. Vous massez. Ensuite, vous prenez ce geste. Si je considère que ce point est votre poitrine, là, vous faites juste ceci. Du bas vers le haut, du bas vers le haut. Voilà, vous touchez juste le bas de vos seins. Là, c'est le bas de vos seins. Vous massez vers le haut. Vous massez vers le haut. Les contours, à chaque fois, vers le haut. Vous voyez, mesdames, messieurs, vous suivez? Vous pouvez également faire l'exercice sur vos femmes. Hein? C'est avec amour qu'on le fait. Vous massez vers le haut. Puis légèrement, mais n'appuyez pas comme ceci votre poitrine. C'est pas bien. N'appuyez pas votre poitrine vers le bas, mais toujours vers le haut.
de sorte parce qu'on veut relever notre poitrine. Vous le ferez pour les seins gauches, également pour les seins droits. Vous prenez toujours votre main avec le beurre de karité que vous massez également. Vous voyez, votre poitrine, vous faites ça légèrement. Si vous voulez, vous pouvez tenir avec une main et l'autre main ramène à chaque fois vers le haut. Juste ce geste, vous voyez, vous faites juste ce geste à chaque fois, de sorte à redonner vie, à remonter votre poitrine vers le haut. Environ 15 minutes, vous massez bien de sorte à sentir que le beurre de karité est entré dans votre peau. Vous faites tous les matins et au coucher si vous voulez. Les deux sont possibles, le matin comme le soir. Et vous sentirez d'ici quelques jours, quelques mois, que vos seins seront encore bien tenaces. Mesdames, essayez l'astuce chez vous et revenez nous en parler. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Bye bye. Elle a tout fait hein, pour ne pas montrer la partie sensible, mais démontrer à l'aide de son poignet et comment masser, raffermir la poitrine pour rester toujours jeune. Je suis sûre que Inès, elle a cette technique. Hein. Non, même pas. Moi, je suis une femme crue. Je suis comme une bonne paysanne derrière mon artifice que vous voyez, mes cheveux blancs. Les cheveux. Ah oui, tout ce que je mange. Je n'arrête pas de regarder. Oui, oui, les gens, oui, c'est vrai, je me décolore les cheveux. J'aime bien le faire. Je suis une personne atypique et j'assume cela. Mais femme nature, je suis très crue. Je ne sais pas porter de parfum ni de déodorant. Ni de boucle d'oreille. Ni de boucle d'oreille. Je suis au citron ou à l'alun, des trucs complètement comme ça. Et je ne sais pas mettre de rouge sur mes lèvres. Voilà, je me maquille bien tracer les lèvres. Un tout petit peu avec un crayon de 200 francs CFA. Et j'ai pas envie de le dire. On n'a pas demandé le prix. Non, mais voilà, je ne suis pas... C'est-à-dire, au-delà de la femme que je peux paraître artificielle ou tout ce que vous voulez, non, pas du tout. C'est pas du tout... Je ne sais pas faire ces choses-là. J'ai jamais fait de massage dans ma vie. J'ai jamais fait de pédicure, manicure. Vous verrez toujours... Mais je les range, mes ongles. Je suis une bonne paysanne qui vient de Paracoula. Une vraie villageoise, une sauvageonne. Une sauvageonne. Une chose est sûre, Inès a beau être villageoise, sauvageonne, naturelle, elle a sûrement ses petits secrets à elle. Ah oui, hein? Qui la maintiennent toujours petite fille, comme elle a l'air aujourd'hui, qui la rendent toujours adorable et bien aimée de notre cher grand frère, dont vous connaissez sûrement le nom. Et ces secrets, elle va nous en livrer quelques-uns tout de suite et ici, maintenant, parce que... God. Ah ouais, c'est la tradition sur BDF. Dans le contrat. Bon, il y a une partie du contrat qu'on ne délivre pas. Oh là là, my God. Coquine taquine, c'est tout de suite. Oh là là. Inès Garoué Fassia. Dis-nous, qu'est-ce qui te fascine le plus chez ton mari? Qu'est-ce qui te met KO chez Steve? Le mot KO là est revenu ici. Oh, sa belle taille. J'aime bien. Le fait d'être grand me donne l'impression, parce que je me suis un bout de femme, moi, du haut de mes 1m65, j'ai l'impression que j'ai besoin d'un complément pour me sentir en équilibre ensuite. Du coup, quand il t'énerve, tu dis, il va me voir ici, mais dès que tu vois sa taille, tu vas, oh putain. J'aime bien je sais pas, son côté un peu macho. Ah oui, c'est vrai que les féministes ne seront peut-être pas d'accord avec moi, mais j'aime bien. Ben voilà, elle est très honnête, ça. Hein? J'aime bien ça. Alors, dis-nous, Inès, as-tu déjà eu à faire des avances à un homme? Non, je n'ose pas. Parce que tu es timide? En réalité, oui. Et puis, parce que, bon, j'en ai vraiment plus besoin. Peut-être que si je... Non, mais bien avant, Steve, tu ne l'as jamais fait, tu ne l'as jamais essayé? Non, même pas dans mes années tendres. Au contraire, j'ai toujours redouté cela, moi. Et quand un homme te plaît, tu trouves un homme de grande taille. Avant de connaître Steve, quand tu trouvais un homme... Trop puritaine, et j'étais très pudibonde parce que ma mère était scrupuleusement pieuse.
Et quand on allait à la messe, la robe devait être tellement longue jusqu'aux orteils. Ah, donc aujourd'hui, c'est la rébellion. Oui, quand j'ai fait ma crise d'adolescence, oui, à l'université, j'ai fait ma rébellion à moi. J'ai essayé de prendre ma revanche un peu. Parce que j'ai rarement vu Inès depuis que je l'ai connue dans longue robe ou longue jupe. Et pourtant, j'en porte. Hein, c'est à la messe. Hein. Ah, au moins, tu as toujours cette crainte-là. Oui, je crois. Oui. Alors, Inès, comment réagirais-tu au cours d'une soirée et ton mari n'a cessé de dévorer des yeux une belle et jeune dame? Je vais le bouder. Hein. Je crois que je vais le bouder. Oui, je vais le bouder. Et quitte à le priver, quoi. À le priver de relations sexuelles. Je vais me venger, si je veux. Ah oui. Et dans le public? Non, dans le public. Ouais. Ah, si j'ai mon petit sac, je lui mets ça devant les yeux. 1, 2 et 3. Il a compris le jeu. Je crois que ça va le ramener à la réalité. Voilà, je suis morte là. Je voudrais savoir s'il arrive que tu t'énerves. Mais alors là, que tu piques vraiment une grosse crise de colère. Ah oui, ça m'est déjà arrivé. Je voudrais bien voir ça avec ta petite voix. Mon Dieu, le jour où je pique une crise de colère, vous risquez d'avoir les tympans troués, hein, parce que c'est ça qui est le plus agaçant, parce que plus je m'énerve, plus ça pique, plus ça monte, et ça devient horrible. Donc, il ne faut pas me chercher sur ce coup-là. Alors, quelle a souvent été votre réaction quand peut-être les filles dehors ou des dames essaient de vous prendre ce qui est à vous, ce que vous avez de plus cher? Qu'est-ce qui est à moi? Ce que j'ai le plus? Steve? Steve? Oh, Steve... C'est arrivé sans doute. Oui, mais tout le temps, Steve, c'est... Franchement, Steve n'est pas un enfant de cœur. Comme le dirait l'une de nos invités ici, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ah oui. Et dans quel état d'âme vous vous retrouvez en ces moments? Quand j'ai épousé Steve, je savais qu'il était voyou. Je regarde plus ça. Wow. Et je me suis dopée de mental. Sa vie en dehors de moi ne m'intéresse pas. Sa vie avec moi et nos enfants, c'est ce qui nous unit. Je crois que dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut, avoir des objectifs, se respecter. Il me respecte énormément, il ne m'a jamais manqué de respect. J'ai pas été confrontée à des situations désobligeantes, humiliantes dans ma vie. Et bon, je ne suis pas une fouineuse, je ne veux pas fouiner dans ça. Ça ne m'intéresse pas, honnêtement. Et je crois que je me sens bien comme ça. Et ça me permet d'être toujours joyeuse, de vivre dans mon monde à moi. C'est la fin, mais c'est Inès qui va nous donner la clôture, mais avec une note de gaieté, elle va nous raconter peut-être une anecdote de gaieté, parce que je sais qu'elle en a suffisamment aussi. Aussi le faut, même elle va chanter. Hein. Oh là là. C'est la chanson que tu apprends à tes enfants du corps de femme, on veut bien les donner ici. Oh là là. Allez, on y va. Une chanson. Une chanson. Bon, oh là là, bon, une vieille chanson du Club des fans. Bon, si tu nous regardes, tu lèves les mains, balance tes mains, et si tu veux, viens. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, et pas besoin d'effort. Oh yeah, oh, pourtant ça donne fort. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, mais voilà. Est-ce que ça va? Oui, on fait le show, oui. Sur le boulevard des femmes, oui. Et voilà, c'est tout pour ce numéro de Boulevard des femmes. Anita Makos, merci pour l'accompagnement. Merci. Mirabel Apaki, vous étiez formidable. Ce fut un plaisir. Voilà, tout est bien qui finit bien. Terminus, on descend. Merci à vous pour le partage, Inès. Merci pour le passage sur ce plateau. Merci pour le partage avec nous de votre intimité, de votre extrémité. Christelle Sabora, la réalisatrice, et toute l'équipe de réalisation. Merci à chacun et à tous. Amis téléspectateurs, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le prochain rendez-vous. Bye bye.